Donc, j'avais oublié de préciser que j'étais CPE dans le Var. Et si je me suis intéressée au développement des compétences psychosociales, c'est tout simplement parce que le comportement des élèves en difficulté en classe comment dire, voulait m'interpeller. Je souhaitais comprendre leur état d'esprit et leur comportement. Et à l'aide des articles scientifiques qui sont parus dans la presse scientifique, j'ai appris que les élèves qui étaient en difficulté de comportement n'avaient pas pu développer au sein de leur environnement familial et social des compétences psychosociales, que je vais vous définir, bien entendu, pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Elles ont plusieurs appellations, hein. On les appelle donc les compétences, les habiletés. Donc, je vais vous montrer... voilà. Il s'agit donc je vous ai présenté une définition de l'OMS pour ceux qui ne la connaîtraient pas. C'est la capacité à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est l'aptitude à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion de relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement. Si je fais un parallèle avec un poème de Jean d'Ormesson, en fait, vous avez le train de ma vie. Il explique que l'intérêt dans la vie, c'est de s'entendre avec les passagers du train pour n'en garder que de bons souvenirs. Donc, ce sont des talents, chez les anglo-saxons, ce sont des talents ou des dons à fructifier tout au long de la vie. L'UNICEF, au sein de la Caraïbe, a publié des rapports et les développe. Les académies donc, qui m'ont bien aidée et les inspi qui les développent déjà depuis de nombreuses années. La Martinique, c'est depuis 2013. Il y a également les Pays de la Loire, ainsi que Dijon et Bordeaux, qui a accueilli il y a 4 ans un congrès sur donc, ces fameuses compétences. Elles sont au nombre de 10. Elles sont classées en 3 catégories. Donc, elles sont dites sociales, émotionnelles et cognitives. On peut faire un parallèle, si certains connaissent, avec la théorie des intelligences multiples d'Howard Gardner, qui est parfois peu reconnue, mais qui quand même nous intéresse. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est de savoir faire preuve d'une bonne gestion de ses émotions. On sait gérer son stress. On a conscience de soi et de l'empathie. Moi, j'ai voulu vraiment m'intéresser aux compétences émotionnelles en particulier, parce que ces compétences-là, je les ai développées au sein de ma précédente activité professionnelle en étudiant la naturopathie et comment dire, les fleurs de bac, puisque je suis conseillère. Il y a également donc les compétences dites sociales, c'est savoir communiquer efficacement et être habile dans les relations interpersonnelles. Et enfin, il y a les compétences cognitives, savoir résoudre des problèmes, prendre des décisions qu'on peut développer, par exemple, à l'aide des cours de mathématiques. Et enfin, avoir une pensée créative ou une pensée critique par le biais, par exemple, de l'art. Moi, mon but, c'était en fait de fédérer les acteurs autour de valeurs universelles, telles que le vivre ensemble, que j'ai découvert à l'île de la Réunion il y a de cela plus de 20 ans. C'est vraiment une compétence qu'ils ont à cœur et que moi, j'essaie de développer partout où je vais. Ensuite, ce qui est important, c'est que grâce à l'empathie, au développement de l'empathie, il y a moins de violence. Nous allons voir quels spécialistes l'ont affirmé. Parce qu'en fait, lors d'un acte violent, l'empathie s'éclipse. Et mon but à moi, c'est d'essayer de le développer chez les élèves afin que ceux-ci soient moins agressifs les uns envers les autres. Ça limite les conduites à risque aussi, donc c'est un facteur de santé reconnu, puisqu'il y a les élèves qui ont ils limitent leurs risques au niveau des grossesses à risque, au niveau de la santé. Il y a moins de boulimie, d'anorexie. Ensuite, d'après un rapport du CNESCO de 2017, ça contribue au bien-être. D'après Julien Masson, ça favorise aussi la réussite scolaire et le progrès social, d'après un rapport de l'OCDE, donc je vous l'ai mis. Et le document que je vous ai donc présenté, c'est celui de l'IREPS, donc l'Institut régional de l'éducation pour la santé des Pays de la Loire.
Voilà pour ceux qui ne les connaissaient pas. Ensuite, Éric de Barbieux, je me suis donc servi de tout ce que j'ai appris à l'INSPE de Fort-de-France et je salue tous mes formateurs qui m'ont vraiment bien conseillé et fait découvrir la recherche qui m'a passionnée. Il faut vraiment essayer de mettre en valeur le plus possible les recherches scientifiques avec les expériences de terrain des professeurs, des enseignants. C'est vraiment ce qui nous fait avancer dans notre pratique. Donc, comme le disait Éric de Barbieux, il faut s'intéresser au contexte dans lequel nous exerçons afin de mieux agir sur celui-ci. Pour ce faire, donc, j'ai assisté à une conférence de l'Association internationale de formation et de recherche en éducation familiale qui a eu lieu il y a de cela 2 ans en Martinique, à Schœlcher. Il y avait 16 pays représentés et le thème était l'éducation et la résilience. Donc, j'y ai appris que la Martinique avait une psychologie fortement marquée par l'histoire et les souffrances ancestrales qui peuvent même par moments s'ancrer dans la mémoire collective. Ensuite, l'Institut régional de l'éducation pour la santé, eh bien, dans ce contexte, prévoit le développement des individus par le biais de l'empowerment, comme nous l'ont démontré lors de ce congrès les Canadiens. Ensuite, moi, ce que j'ai pu observer au sein des établissements scolaires, c'est qu'il y avait pas mal de stéréotypes de la part des élèves envers les personnes issues de Sainte-Lucie, l'île de Sainte-Lucie et d'Haïti, et également des rapports de dominant-dominé entre adultes et enfants. Je précise que suite à mon séjour en Polynésie, où il y a vraiment, grâce au tutoiement, une horizontalité au niveau des rapports sociaux, ils sont beaucoup plus verticaux au sein de la Martinique, c'est ce que j'ai pu observer. Et enfin, comme le dit Faraudière dans son livre en 2007, L'école aux Antilles françaises, le rendez-vous manqué de la démocratie, il nous dit que la Martinique a reçu l'échec scolaire en héritage et œuvre pour la cause des enfants et de l'école, pour qu'il y ait plus d'égalité au sein des milieux sociaux défavorisés. Donc, si on regarde les chiffres qui ont été donnés au niveau local, on apprend qu'il y a 20% qui vivent en dessous du seuil de pauvreté parmi la population. Il y a 18% de chômage, mais il y en a plus de 54% chez les jeunes de moins de 25 ans et il y en a 43% auprès des filles. Par contre, c'est vrai, leur taux de réussite au bac est bon et même supérieur à la métropole, ce qui est vraiment encourageant, ainsi qu'au brevet des collèges aussi. Il y a beaucoup de bonnes notes. Ensuite, il y a une baisse de la délinquance, mais il y a une augmentation de la circulation d'armes. Il y a à peu près, d'après la presse locale, 30 à 40 faits de violence par an. 55% des familles sont monoparentales et matrifocales, c'est-à-dire que les enfants sont élevés par les mères ou les grands-mères. Et par contre, ils auront, ces enfants-là, 2 fois moins de chances qu'en métropole de vivre dans un couple qui va perdurer jusqu'à leurs 10 ans. Et comme je m'étais intéressée pendant une dizaine d'années à la formation auprès d'enfants ayant des troubles des apprentissages, j'ai observé qu'apparemment, il y en aurait 8% au sein de la Martinique qui ont été diagnostiqués avec ce type de trouble. Ensuite, comme j'ai dû donc apprendre, grâce à mes formateurs, à faire de la recherche, j'ai pu anticiper et évaluer les besoins d'un collège. Donc, je vous emmène dans un collège de Fort-de-France, un collège de 540 élèves, urbain, où les enfants sont issus de toutes les catégories sociales, dont les parents sont issus de toutes les catégories sociales et professionnelles. Mes indicateurs donc dans ma recherche ont été les élèves qui étaient exclus de cours et que j'avais dans mon bureau en tant que CPE en stage. Une classe de 3e qui était jugée difficile. Et ensuite, je me suis intéressée au vécu de 8 assistants d'éducation ainsi que des 2 CPE présentes en poste dans l'établissement, dont une qui était ma formatrice et qui a été formidable. Donc, ce que j'ai vu, c'est que j'ai relevé dans le logiciel Pronote tout ce qui était chahut, dissipation, bavardage, etc. On a noté quelques insultes, comme dans d'autres établissements de métropole où je suis actuellement. Voilà, quelques insultes envers les adultes de l'établissement. On a repéré les mêmes problématiques d'acquisition des codes scolaires
au sein d'une fratrie de milieux défavorisés. Du coup, on a mis en place des cahiers de suivi. Pour ma part, je me suis intéressée à l'étude des comportements des élèves rebelles et émotionnels. Excusez-moi. Et des pratiques éducatives donc, des adultes. J'ai voulu en effet vérifier quelle était la gestion d'autorité la plus efficace au niveau des apprentissages et puis qui donnait envie aux élèves d'aller en cours ou en permanence. Donc, moi, comment est-ce que je suis intervenue? J'ai fait une recherche-action à visée pédagogique. Nous, notre but, c'est de faire grandir les élèves et d'avoir une bienveillance envers eux et une certaine, enfin, comment dire, en favoriser leur développement humain optimal grâce à l'émancipation et la solidarité telle que le voyait pour toi, donc qui est belge. J'ai fait des entretiens avec des élèves qui étaient exclus. J'ai fait donc usage de la pédagogie positive pour les évaluer et après de la pédagogie différenciée que je vais vous présenter. J'ai fait 2 formations, une sur la bienveillance et une autre sur les compétences psychosociales auprès des assistants d'éducation à l'occasion de l'école ouverte. Et enfin, j'ai fait une étude de cas sur la gestion des conflits entre élèves afin de leur faire apprendre comment dialoguer et par la communication non violente. Et ça m'a servi à leur faire apprendre aussi donc, la démocratie. Je vais vous présenter rapidement un ouvrage de Daniel Favre. Je me suis permis de prendre son questionnaire qui me sert au quotidien. Donc, il a élaboré 12 questions pour mesurer l'empathie des élèves parce que, comme je vous l'ai dit, l'empathie permet de réguler ses émotions, son stress. Donc, quand on en fait preuve, on est moins violent. En effet, il affirmait qu'un élève harceleur est dépourvu d'empathie et ça a été le cas. J'ai un élève qui n'en avait que 3 réponses sur 12. Ensuite, il tolère donc un seuil de tolérance, j'ai oublié de vous le dire, donc de l'empathie, il faudrait qu'il y en ait à peu près 6 à 7 réponses sur 12. La contagion, être dans l'état de contagion, c'est le fait de ne pas savoir faire de distinction entre les émotions des autres et les siennes propres. Et enfin, la coupure émotionnelle, c'est le fait j'ai eu le cas d'un élève qui, en fait, ne voulait plus souffrir. Il avait perdu tous ses camarades de CM2 et s'était mis dans la coupure pour ne plus souffrir, voilà, tellement il était malheureux. Et donc, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il apprend à gérer sa colère avec donc des élèves pendant 45 minutes. Et ils tiennent un cahier pour voir l'évolution et les progrès. Ensuite, je me suis également servi, donc ça c'est vraiment mes outils au quotidien, d'un guide pratique de l'Académie de Dijon où sont élaborées les règles de réussite que doivent vraiment acquérir les élèves pour savoir s'il y a un manque de respect au niveau des biens matériels, au niveau des personnes de l'établissement, les élèves ou bien les adultes. J'ai 2 élèves qui étaient assez perturbateurs qui ont mis qu'ils ne respectaient donc jamais ni les adultes ni les élèves. Ils étaient assez... ils aimaient bien faire des bêtises, en fait, comme des adolescents de leur âge. Et du coup, il fallait trouver les solutions pour qu'ils arrêtent de perturber les cours, puisqu'ils s'étaient fait renvoyer 3 fois. Mon action pédagogique, donc c'est en faveur d'une éducation plus inclusive, porteuse de citoyenneté, respectueuse des milieux sociaux, tel que le voyait Paulo Freire, qui était un pédagogue brésilien. Il a œuvré auprès des milieux très défavorisés du Brésil pour alphabétiser le plus possible la population. Et donc, moi, j'utilise 5 méthodologies que je vous ai présentées ici. Donc, à partir des 2 tests que j'effectue et de mes entretiens semi-guidés, je me sers de la méthodologie d'Edith Tartar-Godet qui œuvre depuis une quinzaine d'années auprès d'enseignants pour développer des jeux de rôle fort appréciés des élèves, hein, que ce soit en Martinique ou dans le Var, afin d'apprendre les codes scolaires, le sens de l'école. Pour les élèves qui ont beaucoup de difficultés à s'exprimer, je me sers, donc tous ces ouvrages, bien entendu, ont été présentés à la bibliothèque de l'INSPE de Fort-de-France, dont je me servais et qui m'ont été fort utiles et qui me servent encore aujourd'hui.
Donc, c'est pour ceux qui ont des difficultés, je disais, d'expression de leurs sentiments. Margot Sunderland, une psychologue, a déterminé 9 aptitudes de vie, comme par exemple la capacité à faire un deuil. Et elle permet, à l'aide de petits tests qu'on trouve en ligne, de pouvoir déterminer où sont les difficultés des élèves et les compétences à développer, les fameuses habiletés, aptitudes de vie qu'elle appelle. Ensuite, nous sommes confrontés de plus en plus à des élèves qui présentent des troubles des déficits de l'attention et de l'hyperactivité, ainsi que qui présentent des troubles autistiques, du spectre autistique. Et je me suis servie d'une méthode qui est utilisée par Nathalie Fallour, qui est psychologue, ainsi qu'Emmanuel Madieu, qui est un psychomotricien qui œuvre au CHU de Montpellier. Je me sers de leur thermomètre émotionnel et ensuite, on essaie de rejouer des scénettes pour voir comment il aurait fallu mieux se comporter envers son camarade. Ensuite, je me sers également de Serge Boimard et de son ouvrage sur ses enfants empêchés de penser. En effet, il en a marre que ces élèves-là soient considérés comme perturbateurs. Il préférerait dire que ces élèves sont en souffrance. En effet, ils perturbent les cours, mais ils ont des difficultés. La machine à penser chez eux, donc leur cerveau est bloqué. Certains sont très intelligents pourtant, mais les apprentissages fondamentaux ont du mal à être maîtrisés, si bien qu'il propose d'utiliser les textes littéraires en français, donc pour engager le langage, pour valoriser le langage, encourager les débats afin de relancer leur façon de percevoir le monde et également de s'impliquer. Et ça permet sur le long terme, sur un plus long terme, de développer donc des compétences langagières et de redonner le goût de travailler et d'apprendre. Enfin, j'ai Omar Zana, Cultiver l'empathie à l'école, qui lui propose un jeu en éducation physique et sportive qui s'appelle le jeu des 3 mousquetaires, que vous pourrez trouver sur Internet, où un élève est placé en tant que joker et doit repérer à l'aide des mimiques et des gestes de leurs camarades quand est-ce qu'ils ne peuvent plus tenir une posture qui leur a été imposée afin de pouvoir le remplacer. Et ceux qui réussissent le plus longtemps à tenir la posture remportent la partie. Donc, c'est vraiment intéressant à développer toutes ces pédagogies pour la régulation et la médiation. Je vais vous présenter rapidement mon retour d'analyse. Donc, pour les éducateurs que j'ai formés, j'ai constaté que malgré une éducation traditionnelle assez sévère en Martinique, ils ont eu la capacité à engager le dialogue. Ils savent que par la communication, beaucoup de choses peuvent se régler. Ils sont peut-être moins sévères que ce qu'ont reçu comme éducation, mais sont également bienveillants à l'aide de tissus sociaux d'appartenance transitionnelle qu'eux-mêmes ont pu développer au sein de leurs amis, ou bien eux-mêmes en font preuve envers des élèves qui ont vécu les mêmes souffrances qu'eux. Certains ont donné beaucoup d'heures de retenue depuis, et par contre, pour l'un d'entre eux qui était réfractaire à la bienveillance, lui, il a dit que si les élèves lui parlaient mal, il ferait de même. Ça n'a pas eu trop d'impact sur lui. Pour les élèves, donc, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai eu la chance en Martinique de travailler au sein d'une équipe. Le chef d'établissement a été formé à la pédagogie de Carl Rogers et de la méthode PRODA qui maintient, par exemple, qui encourage la confiance et le dialogue envers les élèves et attend le meilleur d'eux. Et la CPE qui m'a formée et accueillie en stage, elle formait déjà aux compétences psychosociales les délégués depuis de nombreuses années. Ensuite, au sein de l'établissement, on a vu qu'il y a une élève qui a pris conscience, celle de la classe de 3e difficile. Elle a vu que nous la soutenions et c'était vraiment bénéfique pour elle. Et par contre, tout ce projet de développement ne peut se faire sans coéducation, puisque si les parents sont de notre côté, c'est plus profitable pour les élèves, ils font des progrès plus rapidement.
Et en conclusion et perspective, donc, je vous explique que en fait, l'éducation à la compréhension mutuelle, ça améliore les interactions sociales et le climat scolaire. Ce qui est également extrêmement gratifiant, c'est de voir le regard des élèves changer lorsqu'ils sont rebelles, au contact de personnes qui sont bienveillantes et qui font preuve d'empathie envers eux, eh bien, leur regard change, ils s'adoucissent. Et par contre, ce qu'il faut vraiment absolument essayer d'éviter, c'est ce que conseillait Edgar Morin, c'est l'humiliation et la culpabilisation, que ce soit envers le professeur ou envers l'élève, c'est dévastateur. Donc, il faut vraiment éviter ce type de méthode de relation envers les élèves. Ces méthodes-là sont transférables dans de multiples contextes, car ça permet vraiment de mieux gérer les conflits entre les individus. Ensuite, juste une information, donc M. Ali m'avait conseillé formateur à l'INSPE, m'avait conseillé de lire un livre de Damasio dans lequel il indique qu'une lésion frontale, un AVC ou une maladie génétique, des fois, empêchera les comportements sociaux normaux, rationnels, pardon, pas normaux, mais je voulais dire rationnels. Et ces élèves-là ont une difficulté à s'autoréguler et nous en avons de plus en plus dans les établissements. Enfin, moi, dans le Var, j'en ai pas mal. Et il faut vraiment être conscient de cela et garder la posture méta pour ne pas juger l'élève trop rapidement en disant qu'il est mal élevé, etc. Ce n'est pas sa faute, c'est un problème neurologique qu'il a. Ensuite, tout ce qui est donc le manque de connaissance des études scientifiques qui est récente, le manque d'investissement des adultes face à la capacité d'un élève à progresser et le fait d'abuser des exclusions de cours, eh bien pour nous, ça nous freine dans notre développement que l'on essaie qu'on essaye de développer chaque jour auprès des élèves. Ça, c'est un vrai frein. Et maintenant, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est m'intéresser au mal-être des enseignants, comme je l'ai indiqué dans mon mémoire, puisque le savoir, eh bien, il est détenu maintenant par tout le monde. Il y a une dégradation du prestige du professeur. Et, par contre, je ne l'ai pas vu en Martinique. Je précise bien que je l'ai vu là. Mais en Martinique, il est vraiment encore présent, ainsi qu'à La Réunion et également en Polynésie. Donc, il faudrait que les professeurs soient également formés à ces nouveaux publics, même si je sais que l'année dernière, tout a été mis en place au niveau national pour former les CPE, les enseignants à ces élèves perturbateurs, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut essayer de comprendre l'autre pour essayer de trouver des solutions et agir. Et enfin, donc dans un futur plus éloigné, j'aimerais faire usage de la pédagogie du chef-d'œuvre qui avait été présentée à Schœlcher il y a 2 ans par les FREF, l'Association internationale de formation et de recherche en éducation familiale, car en Belgique, ils arrivent à transcender la souffrance des élèves, et j'en ai beaucoup actuellement dans le Var, qui ont un parcours de vie chaotique, et chez eux, ça pourrait permettre de devenir des mini-chercheurs en quelque sorte, et après de présenter ce travail auprès de leurs camarades, afin de valoriser ce travail et de devenir plus résilients face à leur destin. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'était la première fois que je faisais ce type de congrès, donc je vous remercie d'avoir été patient. Et Marururoa, et je vous ai mis une citation d'Edgar Morin, « La bienveillance est cette vertu que Confucius demandait à tous ceux qui disposent d'autorité ». J'attends vos questions.